C'est l'heure de démarrer cette vidéo sur le compte-rendu de l'étude qui a été fait par Opinionway pour SIDAction. À l'origine, mise en avant sur les réseaux par Combini, qu'on adore. On étudiera la vidéo de Combini à la fin de la vidéo. Là, je voudrais d'abord vous parler de l'étude en elle-même et vous faire une présentation plus correcte et plus représentative que ce que nous a proposé cette poubelle journalistique qui est Combini. Et à la fin, ensuite, au regard de tout ce qu'on aura vu sur la vidéo, on réécoutera le travail qu'ils ont fait et on verra où ça va et où ça va pas. Cette étude a donc été réalisée sur un échantillon de 1528 personnes âgées de 16 à 59 ans et ce qu'on appelle représentative de la population générale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça dans une étude déjà? Ça veut dire que les chercheurs qui ont fait l'étude ont contrôlé les variables telles que la catégorie socio-professionnelle, autrement dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, la région où tu vis, si tu vis en campagne ou en ville, et évidemment ton âge. C'est très important de vérifier ça pour pas se retrouver avec un panel, par exemple, avec que des gens qui vivent à Paris, parce qu'on sait que c'est pas les mêmes mentalités partout. Donc, à chaque fois que vous entendez panel représentatif de la population générale, ça veut dire que ces variables-là ont été contrôlées et on a vérifié qu'on a bien dans l'étude le même pourcentage de gens en ville et en campagne que ce qu'on a en population générale française. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la méthode de l'étude, c'est de proposer des questions, voilà, et de demander est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas sur une échelle de 4 réponses possibles. Donc, il y a tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord et pas du tout d'accord. Il n'y a pas d'option neutre parce que les neutres dans des études comme ça fausse tout. Donc en fait, les gens sont obligés de se positionner par rapport à la question qu'on leur propose. Donc parfois c'est un peu compliqué. Je veux dire, les gens peuvent souvent se retrouver à hésiter entre d'accord, pas d'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de neutre, je dis pas que ça fausse, mais ça accentue les différences entre les oui et les non. Donc ça, c'est aussi un élément à ne pas oublier. L'étude se divise en 3 parties. Sur la première partie, ils ont étudié l'identité masculine, comment est-ce que les hommes perçoivent le fait d'être un homme. Sur la deuxième, ils vont étudier les normes sexuelles et le rapport au consentement. Et sur la troisième, la connaissance des influenceurs masculinistes ou des contenus masculinistes plus largement sur Internet. Ça, c'est les 3 parties de l'étude. Nous, on va suivre ce découpage-là qui est très bien fait dans la vidéo que je fais là. Et pour info, en description, vous avez évidemment le lien vers l'étude et aussi le lien vers le tableau que moi j'ai fait pour faire mes calculs à moi dont j'ai eu besoin pour faire la vidéo. Donc justement, dans la vidéo Combini, il nous parle beaucoup de la tranche d'âge des 16-34 ans ou des 25-34 ans, bref, cette classe de jeunes. Alors du coup, je me suis amusée à regarder sur l'ensemble des items, est-ce que vraiment les scores de ces jeunes s'écartent de la moyenne de la population générale, donc des 16 à 59 ans, et il s'avère que la plupart du temps, l'écart par rapport à la moyenne générale, elle est de 3 ou 4%. Hein, c'est vraiment, c'est toujours quasiment toujours en dessous de ça. Donc, ça a l'air plus de représenter le fait que plus on vieillit, plus on devient modéré, plutôt que le fait que les jeunes soient plus gravissimes dans leur manière d'être des hommes que les plus âgés. Dans cette vidéo, dans tous les chiffres que je vais vous présenter, j'ai fait le choix de séparer les réponses qui sont tout à fait d'accord, totalement oui, avec celles qui sont plutôt d'accord ou plutôt oui, parce que je trouve que ça fait beaucoup trop fourre-tout et que c'est beaucoup trop inquiétant de tout mettre ensemble et que la nuance, c'est ce que j'adore, donc j'ai choisi de le faire ici. À chaque fois, je vous donnerai un chiffre dans cette vidéo. Ce sera le chiffre des oui, du gros oui de la population générale, d'accord? Et en plus va s'afficher sur l'écran le chiffre qui concerne ceux qui sont totalement d'accord avec ça. Donc les chiffres des extrêmes, histoire de nuancer un peu le discours. Les questions de cette première partie peuvent être regroupées globalement en 3 grands thèmes. On a d'un côté les questions qui réfèrent au fait de se questionner sur le fait d'être un homme ou de ne pas comprendre certaines choses. Une partie qui va plutôt traiter d'un sentiment d'injustice et enfin une partie des items qui vont plutôt se référer au droit à être un homme. Sur le fait de se questionner, par exemple, ils sont 64% à ne plus trop savoir ce qu'ils ont le droit de dire ou de faire. 62% également à ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on critique les hommes qui défendent leur virilité, ou encore 52% qui considèrent que dans la société actuelle, on ne sait plus vraiment ce que ça signifie être un homme. Pour ceux qui suivent déjà mon contenu ou qui ont déjà vu les propos que j'ai pu tenir, vous savez que je suis extrêmement remontée contre le féminisme qui consiste à chier sur les hommes à longueur de journée. Qui plus est, dans ce féminisme, c'est beaucoup reproché aux hommes de ne pas se poser de questions. Or, c'est justement là qu'on voit qu'ils s'en posent déjà, mais qu'en fait, on leur donne pas les armes pour y répondre. Et pire que ça, on les en empêche. Quand je dis qu'on les en empêche, ça se voit par exemple avec les items qui réfèrent
droit d'être des hommes. Ils sont 66% à avoir envie d'assumer pleinement leur virilité. 66%. Ok? Ils sont 72% à trouver indispensable de défendre les droits des hommes, leur indépendance et leurs valeurs. Et enfin, ils sont 51%, un homme sur deux, à considérer qu'il est important que les hommes soient virils. Moi, ce qui me choque, c'est que face à ces chiffres, normalement, on devrait tous se dire, bah oui, ils ont le droit de revendiquer ça, il y a aucun souci. Et non, on va venir les engueuler en leur disant, mais non, c'est inadmissible, le pouvoir est aux femmes, la parole est aux femmes. Mais pourquoi vouloir leur enlever ce droit d'être des hommes comme eux l'entendent? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Oui, c'est bien de leur expliquer que être viril, ça veut pas dire violer. Être viril, ça veut pas dire dominer la femme, ça on aura largement l'occasion d'en reparler sur la chaîne. La virilité et la domination ne sont pas intrinsèquement liées, mais je ne comprends pas cette guerre qui est faite contre la virilité. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Quand on voit que la chanteuse Suzanne fait une chanson fille virile qui fait un carton, c'est bien que les femmes aiment cette idée de virilité. Moi, je suis partisane pour dire que c'est quelque chose qui devrait en effet être accessible aux deux sexes, c'est-à-dire que être viril, c'est pas une prérogative masculine, il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de l'être, mais si eux se retrouvent dans l'idée d'incarner ça, de quel droit est-ce qu'on va venir leur interdire cette chose-là? Et tout naturellement, le fait de leur interdire d'être des hommes comme ils l'entendent, eh ben, ça mène à un sentiment d'injustice qui se traduit par le fait que 58% des hommes trouvent que les médias caricaturent les hommes depuis MeToo. Ils sont 53% à penser que les hommes sont trop souvent accusés de violences sexuelles exagérées ou mensongères. 52% à penser que les mouvements féministes cherchent surtout à affaiblir les hommes. 52% également à penser qu'on s'acharne sur les hommes dans la société française actuelle et seulement 35%, 31 pardon, à se sentir réellement menacés par les féministes. Alors, ces chiffres, ils sont super intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils disent des choses qui sont vraies. C'est-à-dire que les médias caricaturent les hommes aujourd'hui. Je veux dire, ils ne sont, à mon sens, que 58% à le penser, alors qu'en fait, on devrait tous être d'accord avec ça. Il y a une caricature, la vidéo Combini qu'on va défoncer à la fin de cette vidéo-là, en est le très très bon exemple. Ok? Les hommes sont souvent accusés de violences sexuelles exagérées ou mensongères. Ça, c'est horriblement vrai et il est temps que les féministes en parlent. Pourquoi? Parce que le fait que les féministes se mettent comme ça en esprit de corps derrière toutes les femmes, en rendant tout discours féminin inattaquable, eh ben ça crée des injustices et c'est normal que les hommes aient ce sentiment d'injustice. Ok? Le fait de dire que ça n'existe pas, que c'est minime, les femmes qui utilisent ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que, sincèrement, on n'a pas les chiffres encore aujourd'hui. Je rejoins les hommes pour dire que il y en a beaucoup qui en jouent aujourd'hui, notamment, particulièrement dans le monde professionnel, qui vont faussement accuser des gens pour avoir une promotion, pour faire virer quelqu'un, pour assurer le silence. On ne compte plus les retours d'hommes qui, dans les bars, quand ils refusent des avances, la nana les menace de dire OK, si tu refuses, je dis que tu m'as agressé. OK, c'est pas des mensonges. Et le fait, en tant que féministe, de pas venir condamner ces femmes-là, de pas venir dire oui, messieurs, vous avez raison et non, on ne cautionne pas ce qu'elles font, mais d'essayer de minimiser ce truc-là, c'est grave parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on leur reproche de faire avec la violence sexuelle. On leur dit oui, vous minimisez, mais nous aussi, en fait, on minimise dans notre discours. Donc, c'est normal que derrière, ça les braque. Et derrière, encore une fois, quand on se retrouve avec 52% qui pensent qu'on s'acharne sur eux ou que les mouvements féministes cherchent surtout à affaiblir les hommes, c'est parfaitement normal qu'ils aient ce sentiment-là. Et en fait, pour moi, prendre cette étude pour à nouveau leur remettre une cartouche en disant « Oh, les pauvres hommes qui se victimisent », c'est contre-productif parce qu'en fait, on devrait entendre ce qui se dit là dans leur discours, aller à l'écoute de ça et essayer de comprendre comment, en tant que femme, en tant que féministe, on peut arriver à intégrer ça dans nos combats, dans nos luttes. Dans cette partie 2, on a deux items qui se réfèrent globalement au body count. Donc ça, je vais être très bref là-dessus parce que c'est un débat que je trouve débile et qui m'agace. Donc évidemment, dans l'étude ressort ce truc classique de un homme qui multiplie les partenaires est un homme qui sait séduire, ils sont 42% à le penser. Et une femme qui multiplie les partenaires est une femme qui ne se respecte pas et ne respecte pas son corps, ils sont 38% à le penser. Bon, c'est génial. Donc là, évidemment, on a cette ségrégation entre un peu toujours le même cliché, un homme qui couche est un don juan, une femme qui couche est une salope. J'ai la flemme de ce débat parce que pour moi, personne n'a envie d'avoir un compagnon avec un body count élevé, ok. On a tous envie d'être avec quelqu'un qui est sélectif dans les personnes avec qui il couche, homme comme femme, en fait. Et je suis de toute manière
pas pour cette société qui valorise l'idée d'avoir beaucoup de partenaires sexuels. Ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on va énormément théoriser sur la chaîne, desquelles on va énormément débattre, parce que le sexe, c'est quelque chose d'ultra intime. Normalement, c'est quelque chose qui doit être beau, c'est offrir son corps à quelqu'un. C'est pas censé être un truc qu'on écrit sur un tableau de chasse avec des listes, etc. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment pareil pour les deux sexes, quoi. Messieurs, si vous pensez que vos compagnes, elles apprécient le fait que vous ayez tronché la moitié de votre ville, sachez que c'est faux. Et mesdames, et ben, même tarot, en fait. Donc, voilà. Pour moi, ce débat, il a plus lieu d'être. Il est toujours là. Bon, ok. Donc, on achèvera de le démonter dans une autre vidéo. Il y a ensuite une série de 4 items qui va traiter de la domination dans les actes sexuels. Les chiffres sont pas mirobolants, mais valent quand même le coup d'être mentionnés. Donc on a 39% des hommes qui pensent que les femmes préfèrent les partenaires qui les dominent plutôt que ceux qui les traitent comme leur égal. Ils sont 22% à penser qu'un homme viril ne se fait jamais dominer par une femme au lit. Les hommes savent mieux que les femmes ce qu'elles veulent vraiment au lit. Ils sont quand même 20% à penser un truc aussi con. Et lors d'une relation sexuelle, beaucoup de femmes prennent du plaisir à être humiliées et injuriées, 24%. Alors, qu'est-ce qui pose souci sur ce truc-là? Pour moi, c'est plutôt une question d'incompréhension et de méconnaissance de l'autre sexe. Il s'agit avant tout de parler de ce qu'on appelle l'excitation traumatique. Alors ça, c'est pareil, on fera une vidéo complète sur la question parce que c'est vraiment très très important. L'excitation traumatique, pour faire très court, c'est le principe qu'une femme qui a déjà été agressée sexuellement et peut se retrouver à développer une excitation liée à ce traumatisme. Ça veut dire qu'elle va être excitée par des choses qui lui rappellent ce qu'elle a vécu. Là où c'est un problème, c'est que en effet, elle est excitée par ça, elle est capable d'en jouir. Donc l'homme qui est en face peut penser que c'est ça qu'elle aime, que c'est sa sexualité. Or, une sexualité basée sur un traumatisme lié à l'excitation traumatique, c'est jamais un plaisir sain. C'est-à-dire que c'est souvent un plaisir qui va être teinté de dégoût, de honte de soi, de haine de l'autre, etc. Et donc c'est important, je pense, que les hommes commencent à être au courant de ça et qu'on en parle plus, parce que ça pourrait les aider à comprendre que ce qu'ils voient n'est pas forcément le reflet de ce que leur partenaire aime. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir un peu le débat là-dessus, mais aussi de l'ouvrir avec les femmes, puisqu'on en parle très très peu aussi aux anciennes victimes. Et je pense que ce serait quand même nécessaire d'arriver à mettre ça un peu au centre des débats. Et enfin, les items qui parlent du consentement. Là, messieurs, c'est le moment où je ne vais pas vous défendre parce que vous êtes indéfendables sur la question. On y va pour les stats. On parle tellement de consentement qu'on finit par culpabiliser les hommes. Vous êtes 57% à penser ça. Ça va pas bien. Les hommes ne peuvent pas être tenus responsables si une femme ne dit pas clairement non à un rapport sexuel. 38%. Beaucoup de femmes disent non au début pour sauver les apparences, mais en réalité, elles aiment qu'on insiste et qu'on prenne le dessus. 34%. Messieurs, rien ne va. Ça ne va pas. Alors, oui, on vous culpabilise quand il s'agit de consentement parce que c'est vous qui n'arrivez pas à le comprendre, ok? Toutes les agressions sexuelles, à peu de choses près, sont commises par vous, d'accord? Par votre équipe. Donc, c'est normal qu'on fasse peser ce poids-là chez vous, ok? Si c'est trop compliqué à comprendre, c'est pas grave, on continuera à l'expliquer. Mais là, pour le coup, indéfendable. Là, pour le coup, on est vraiment dans ce truc de on nous maltraite, on nous comprend pas. Autant sur tout le reste, oui, on vous écoute. Autant sur ça, non. Pour l'instant, au vu des chiffres sur les violences sexuelles, c'est pas possible de continuer à vous laisser penser des trucs comme ça. Et vous savez quoi? Si ça vous fait culpabiliser, c'est peut-être parce que vous êtes tout simplement coupable. À un moment donné, ressentir de la culpabilité, c'est pas forcément quelque chose qui n'a pas de sens. Des fois, c'est parfaitement légitime. Et dans ce cas précis, ça l'est. Les hommes ne peuvent pas être tenus pour responsables si un non n'est pas clairement exprimé. Alors, déjà, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est clairement. Parce que si clairement, c'est te regarder dans les yeux, t'attraper les poignets et te dire non, sache qu'on a la flemme de faire ça et que de toute manière, dans énormément d'interactions sociales, on n'est pas censé en arriver jusque-là puisque tout le monde est censé comprendre ce qu'on appelle le langage non verbal. Et donc, je vais t'expliquer. Langage non verbal, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu poses ta main sur elle, elle s'écarte de toi. Quand tu lui parles, elle ne te répond pas. Quand tu lui fais une blague, elle ne rigole pas. Quand tu lui souris, elle ne te sourit pas. Tout ça, c'est du langage non verbal qui veut dire non. Si vous n'êtes pas capable de le comprendre, vous êtes des babouins, puisque même les animaux maîtrisent ce langage non verbal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que clairement non, tout ça, c'est déjà clairement non. Donc, le jour où vous arrêterez de penser que clairement non, ça implique de vous plaquer au mur pour vous dire maintenant, t'arrêtes de me toucher, c'est non, eh ben, ça va pas le faire.
Voilà, ça va pas le faire. Et donc ce discours-là, ça, on va pas vous écouter sur ça parce que vous êtes, encore une fois, indéfendable. Et enfin, le cliché de elles disent non pour sauver les apparences, mais en réalité, elles aiment qu'on insiste ou qu'on prenne le dessus. Non, elles cèdent, et céder, ça n'est pas consentir. Ça, c'est pareil, on va le répéter autant de fois qu'il le faut. S'il y a bien un sujet sur lequel je suis une parfaite féministe, c'est celui-ci. Et vous êtes, je le répéterai jamais assez, pour le moment, indéfendable et coupable de manière générique. Et désolé pour les mecs qui ne l'ont jamais fait, qui ne voient pas les choses comme ça, éduquez vos potes, parce que tant que les chiffres seront ce qu'ils sont, on sera obligé là-dessus de rester fâché et de camper sur nos positions jusqu'à temps que l'information, elle rentre. Voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin, parce que je suis bien énervée, donc c'est top. Une femme qui exprime ouvertement son désir sexuel ne cherche pas vraiment à être respectée par les hommes. Ah, on est content avec ça, hein. Alors, on va mettre un truc au clair tout de suite. Les femmes ont un désir sexuel et les femmes ont un besoin sexuel égal à celui des hommes. La différence, c'est que ça n'est pas parce que j'exprime un désir sexuel ou que j'exprime une envie sexuelle que j'ai envie de toi. Et je sais que ça vous fait chier parce qu'il y a beaucoup de mecs pour le moment qui sont pas très sélectifs, c'est-à-dire que le critère, c'est pas forcément consentante, c'est à minima vivante. Les femmes sont généralement un peu plus sélectives que ça. Et donc, avoir envie de faire l'amour ne nécessite pas de dire oui à tout ce qui se présente. Et on a le droit d'avoir envie de faire l'amour, mais pas avec vous. Et ça veut pas dire qu'on se respecte pas, ça veut pas dire qu'on cherche à se faire troncher derrière une poubelle, c'est pas du tout le discours, mais on a aussi des besoins physiologiques, un désir. Je vous rappelle que nous, contrairement à vous, on a un organe qui est uniquement dédié au plaisir sexuel. Je sais que ça vous fait chier parce que vous n'arrivez pas à le trouver, mais malheureusement, c'est le cas. C'est bon, je suis calmée, donc on va pouvoir finir cette partie 2. La dernière chose qui est traitée dans cette partie-là, c'est autour du préservatif. À mon sens, il y avait 2 stats qui valaient le coup d'être mentionnés. La première, c'est que les femmes doivent respecter les hommes qui ne veulent pas mettre de préservatif. Les hommes sont 25% à être d'accord avec cette affirmation. Et les hommes comprennent qu'un homme puisse retirer son préservatif sans avertir son ou sa partenaire en cours de relation sexuelle si on le lui a imposé alors qu'il ne le voulait pas. Ils sont 11% à être d'accord avec ça. Alors, sur la première chose, les femmes doivent respecter. Ok, vous êtes 25% à penser ça, mais en même temps, je vois pas ce qui est choquant. C'est-à-dire que ils ont le droit de le penser, mais mesdames, vous avez le droit de pas coucher avec. Je veux dire, un mec qui ne veut pas mettre de préservatif, personne t'oblige à coucher avec lui. Si toi t'es pas dans tes valeurs, tu couches pas avec et terminé. Donc en fait, pour moi, ça, le fait que les femmes doivent respecter les hommes, ouais, oui, très bien, moi ça me va. Ok, juste on couchera pas avec vous pour pour qui c'est important. Pour moi, là-dessus, il y a rien de clivant. Et sur la deuxième, là où je trouve qu'elle est plus clivante, déjà c'est parce que, et je suis désolée mais c'est vrai, retirer ton préservatif en cours de rapport sans prévenir ta partenaire, ça s'apparente à du viol, c'est classé comme tel, hein, c'est ce qu'on appelle un abus sexuel. Donc c'est un grand non. Le fait qu'il y ait 11% qui soient d'accord avec ça, ça fait chier. Par contre, ce qu'il est important de comprendre, c'est comment est tournée la question. C'est-à-dire, c'est pas dit vous cautionnez qu'un homme puisse retirer, c'est vous comprenez le fait. Donc peut-être que si jamais la question, ça avait été vous cautionnez qu'un homme puisse, on n'aurait pas eu 11% de oui. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut se méfier de la manière dont sont tournées les questions parce qu'on n'arrive pas forcément à ce qu'on pense trouver. Voilà. Là, c'est vous comprenez, ok, ils sont 11% à comprendre. Jusque-là, inquiétant, mais 11%, c'est pas non plus le score de l'année, quoi. Et enfin, troisième et dernière partie de cette étude qui va traiter donc des influenceurs masculinistes et de la connaissance qu'ont les hommes à ce sujet. Alors déjà, on va écarter d'emblée un problème, ils sont que 43% à connaître ces contenus. Donc il y a 57% des personnes de l'étude qui ne sont même pas au courant que le courant masculiniste existe. Sur ces 47%, c'est à eux qu'on va s'intéresser. Donc les statistiques que je vais donner ensuite ne s'intéressent qu'à ces 43% qui les connaissent. Donc quand je vous dis 50%, c'est 50% des 43%. Donc c'est pas non plus énormément de gens. À ces personnes-là, on a demandé de répondre à une série de questions qui sont les suivantes. Vous appréciez que les contenus issus de ces comptes donnent une autre vision que celle portée par les féministes? 50% disent que oui. Vous trouvez que les contenus issus de ces comptes disent enfin la vérité? 40%. Ces contenus vous ont rassuré sur votre manière d'être un homme? 37%. Vous avez enfin trouvé des contenus qui vous ressemblent et dans lesquels vous vous retrouvez? 36%. Et vous avez déjà essayé de mettre en pratique certains conseils issus de ces comptes pour devenir un homme meilleur? 32%. Alors,
Pourquoi est-ce que ces chiffres, en ce qui me concerne, ne me dérangent pas? Tout simplement parce que je pense que, en effet, les hommes ont besoin aussi d'avoir des voix qui parlent pour eux. Et comme le féminisme ne leur donne pas cette possibilité, ils la trouvent ailleurs. Il est donc parfaitement normal que ces hommes, de manière générale, trouvent ça bien qu'il y ait des comptes qui parlent d'eux, de leurs problématiques, qui leur expliquent des choses sur les femmes. On n'aurait pas de masculinisme extrême si le féminisme avait d'entrée de jeu intégré les hommes dans ces problématiques. Il y a aussi eu une petite question, où là pour le coup c'est juste oui, non, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de oui peut-être, etc. C'est oui ou non. Spécifiquement sur le préservatif et toujours spécifiquement sur ces 43% de personnes, d'hommes qui connaissent les contenus, on leur a demandé est-ce que le fait de visionner ces contenus, ça a eu une influence sur votre vision du préservatif, votre manière de vous en servir. 3 réponses possibles. Vous y réfléchissez plus souvent. 16% ont répondu oui. Vous y réfléchissez moins souvent. 19% ont répondu que oui. Et cela n'a rien changé. 64%. Donc manifestement, l'influence sur le préservatif, on n'est pas sur quelque chose de énorme, quoi. En plus des statistiques que je vous ai données, les personnes qui ont fait l'étude ont posé une question ouverte aux personnes qui connaissaient le contenu masculiniste en leur demandant comment ces comptes influencent-ils votre vision de la virilité, du rapport homme-femme et du consentement. Ça, c'est une question ouverte, ça veut dire que les hommes ont répondu une phrase de manière spontanée. Je vous affiche maintenant à l'écran les 2 pages qui concernent ça que vous pouvez retrouver dans l'étude en description. Il y a une première page qui concerne les 16-24 ans et une deuxième qui concerne les 25-34 ans. Vous verrez que les retours qui sont faits sont light et que généralement les jeunes sont très précautionneux sur ce qu'ils en retirent de ces consommations de contenu et que, encore une fois, je le rappelle, regarder une vidéo ou consommer un contenu, ça ne veut pas dire qu'on cautionne ce contenu. Des fois, on le regarde juste par intérêt pour comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre ou, comme certains le citent, parce que ça les fait marrer de voir des choses aussi bêtes. Enfin, on a demandé cette fois-ci à tous les hommes de l'étude pour ce qu'ils en savaient. Donc en gros, même si tu ne connais pas ce mouvement, que tu ne connais pas ces contenus, qu'est-ce que ça t'inspire comme concept? On leur a demandé pareil sur une base uniquement oui, non, pour ce que vous en savez. Le mouvement masculiniste est mal compris dans les médias, ils sont 49% à dire que oui. Le pendant du féminisme, 48%, misogyne, 38%, nécessaire, 35%, et qui remet les pendules à l'heure, 29%. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de toutes ces statistiques qui sont au final pas du tout majoritaires dans l'étude? L'étude porte beaucoup plus sur comment les hommes se voient eux-mêmes, comment est-ce qu'ils voient les femmes et comment est-ce qu'ils voient la sexualité, que sur le masculinisme au sens influenceur du terme. Vous voyez, c'est vraiment une partie, là je vous ai tout cité, hein. Donc c'est vraiment une partie très minime. Ce qu'on peut quand même en dire, c'est que les hommes ont l'air d'attester avoir besoin du masculinisme pour se retrouver dans quelque chose. Et encore une fois, je le répète, il est important que le féminisme commence à prendre en compte les problématiques des hommes. Pourquoi? Parce que le fait de le prendre en compte, ça permettra d'en débattre déjà plus intelligemment, c'est-à-dire avec les points de vue de tout le monde, parce qu'on n'a jamais trouvé la réalité de quelque chose en prenant qu'un seul point de vue, donc on a besoin des hommes pour avoir l'autre version. Et le fait de les écouter, tout simplement, et de les intégrer dans les discussions, ça permettrait de limiter le nombre de jeunes qui vont se radicaliser, comme on dit. Pourquoi? Parce que quand tu te sens rejeté en permanence, c'est naturel que tu te places en opposition de ceux qui te rejettent. Et donc, quand on se place en opposition à quelque chose, souvent, on devient plus extrême dans la manière qu'on a de penser, de dire ou de faire les choses, parce qu'on se sent en danger et donc on se met en défense. Pour éviter qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui basculent dans des versions extrêmes ou radicales du masculinisme, il faut impérativement qu'on commence à parler avec eux. Le problème, c'est que Combini, qu'on adore, nous explique que les hommes pensent que, ou 37% des hommes pensent que. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un gros sac avec les oui complètement et les plutôt oui pour faire un oui générique qui déjà fausse complètement le rendu de l'étude. Ça, c'est un premier problème. Et ensuite, parce que c'est des malins, l'étude évidemment propose aussi de lire les statistiques selon les âges. Et donc, Combini, qui sont quand même des grands menteurs, plutôt que de choisir une seule statistique, par exemple la population générale ou les 16-34 ans, et de prendre ces chiffres-là, ils passent tout leur temps à passer d'une catégorie d'âge à une autre pour être sûr de toujours pouvoir prendre les chiffres qui font le plus peur.
Et le moment est venu de défoncer la vidéo de Combini. On démarre tout de suite. Donc Combini nous a fait sa vidéo en 4 parties et donc on va écouter ce que chacune de ces 4 parties nous dit. 1. Une forte adhésion aux propos masculinistes. 37% des hommes de 16 à 34 ans consultent le contenu d'un influenceur identifié comme masculiniste. Parmi les 16-34 ans qui connaissent ces contenus, certains affirment qu'ils les rassurent sur leur manière d'être un homme et leur donnent une autre vision que celle portée par les féministes. D'ailleurs, un jeune sur deux, âgé de 25 à 34 ans, qui connaît ces influenceurs véhiculant des propos masculinistes, trouve que ces contenus disent enfin la vérité. Forte adhésion aux propos masculinistes, c'est un grand non, tel que je l'ai démontré juste avant avec les chiffres qu'on a nommés. Ils n'y adhèrent pas et une simple lecture des phrases spontanées qu'ont écrit les jeunes montre bien que ça n'est pas du tout une adhésion forte. Oui, ils consomment ce contenu, non, ils n'y adhèrent pas. 2. Un discours victimaire. 52% des hommes trouvent que la société s'acharne sur eux et 36% pensent qu'il est plus difficile d'être un homme qu'une femme dans la société française aujourd'hui. Au passage, plus d'un homme sur deux considère que les hommes sont trop souvent accusés de violences sexuelles exagérées ou mensongères. Le discours victimaire, ça c'est pareil, j'en ai parlé en début de vidéo, c'est pas un discours victimaire, c'est juste que les hommes disent ce qu'ils ressentent et ça fait pas d'eux le fait de se victimiser. Je trouve ça d'ailleurs super marrant que quand une femme se dise victime du patriarcat et je sais pas quoi, on dise que c'est parfaitement normal et qu'elle a le droit de le faire, et que quand un homme le fasse, on lui dit qu'il prend une position victimaire et qu'il n'a pas le droit. C'est quand même un non-sens et je trouve ça bien abusé. J'ai pas fini de m'énerver à ce sujet. 3. Les préservatifs sont remis en question. 31% des 16-34 ans se sentent plus puissants quand ils ne portent pas de préservatif et 32% estiment que les femmes doivent respecter les hommes qui refusent d'en porter. Un jeune sur 6 pense que le préservatif est un signe de faiblesse et pire, un homme sur 10 affirme comprendre le fait qu'un homme retire son préservatif sans prévenir s'il estime qu'on le lui a imposé. Et ce chiffre monte à 34% chez ceux qui adhèrent aux théories masculinistes. Les préservatifs sont remis en question? Eh bien, pas du tout, comme on l'a vu dans les chiffres que j'ai donnés. Il n'y a pas de remise en question particulière. Ils sont 64% pour qui ça n'a absolument rien changé, 16 qui s'en préoccupent plus et seulement 19 qui s'en préoccupent moins. Donc autant te dire que ça n'a pas changé grand-chose. D'autant plus que pour dire que c'est remis en question, il faudrait avoir l'historique d'une précédente étude pour montrer qu'il y a eu des variations entre deux études, source qu'on n'a pas non plus. Donc tout ça, c'est du bullshit et accessoirement, dans cette partie spécifique, ils mentent. Puisque quand ils annoncent le chiffre des 1 sur 10 hommes disent qu'ils comprennent qu'un homme puisse retirer son préservatif, la stat dont on a parlé tout à l'heure, ils ajoutent ce chiffre montre à 34% chez ceux qui consomment du contenu masculiniste. Ce chiffre n'existe pas dans l'étude. Voilà, c'est juste, ces 34%-là sortent de nulle part. Il n'y a aucun lien qui est fait dans l'étude entre le fait de comprendre qu'on retire le préservatif et le fait d'adhérer au contenu masculiniste. Il n'y a rien qui le dit. Donc là, ils viennent juste de prendre une stat en plus qui fait peur, histoire de pouvoir être bien sûr, de bien dire que les masculinistes, c'est quand même vraiment des connards. Une représentation des femmes imprégnées de jugements négatifs. 43% des 16-34 ans pensent qu'une femme qui multiplie les partenaires ne se respecte pas. Un jeune sur 4 pense qu'une femme positive au VIH ou à une autre IST est une femme qui a eu trop de partenaires sexuels. Et près d'un quart de ces jeunes pensent qu'une femme qui exprime ouvertement son désir sexuel ne cherche pas vraiment à être respectée par les hommes. Et enfin 4, une représentation des femmes imprégnées de jugements négatifs. C'est le seul endroit de leur vidéo où ils disent à peu près pas trop de la merde, même si encore une fois c'est mal cité, et que, accessoirement, aucune pédagogie n'est faite autour de ça. Donc autant te dire que si c'est pour dire ça et ne rien expliquer, il vaut mieux fermer sa gueule. Pour info, ce sondage OpinionWay pour SIDAction a été réalisé par un questionnaire en ligne du 24 février au 3 mars 2025 auprès de 1561 personnes représentatives de la population française âgée de 15 à 24 ans. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, on cite une source qui n'est pas la bonne, puisqu'il cite une étude qui parle des hommes de 15 à 24 ans. Or, l'étude qu'on étudie nous parle des hommes de 16 à 59 ans, et il s'agit bien de deux études distinctes. Donc, quand tu te dis journaliste et que tu sais pas citer ta source, franchement, je pense que tu peux changer de métier. On est donc à un bilan désastreux pour Combini de une seule partie de juste sur 4, ce qui nous fait 25% de réussite. Ça ne passe ni le bac ni le brevet, c'est absolument fantastique. Donc on est vraiment sur la pire version du journalisme qui, non content de mal dire les choses, en plus en fait une propagande qui dessert
les hommes, mais qui dessert aussi les femmes en stigmatisant le mouvement féministe comme un mouvement débile qui va venir attaquer les hommes pour tout et pour rien. Et quand on voit des contenus comme ça, ça ne m'étonne pas que les hommes se tournent vers d'autres hommes pour arriver à entendre des choses qui leur parlent. Et ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Plus qu'un retour sur une étude que j'avais certes trouvée très intéressante, j'ai surtout voulu profiter de cette vidéo pour proposer ma vision du féminisme, qui en fait est, je pense, la vision la plus largement partagée du féminisme. C'est ce qu'on pourrait appeler un petit peu la voie du milieu, c'est-à-dire pas dans le féminisme radical qui considère qu'il n'y a que le patriarcat qui vaille et qu'il ne faille que voir la société sous un axe systémique avec le grand groupe des oppresseurs et le grand groupe des victimes oppressées. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est plus d'actualité. C'est un travail qui est important, c'est un travail sociétal qu'il faut faire. Mais encore une fois, je ne le dirai jamais assez, un modèle sociétal ne s'applique jamais aux relations interpersonnelles, ne s'applique pas à l'individu puisque ce n'est pas ce pourquoi il est fait, tout simplement. Et ensuite, point essentiel, l'égalité entre les hommes et les femmes passe aussi, à mon sens, par une égalité de traitement et surtout de traitement de la parole. Et donc, je souhaite absolument, à travers mon travail, à travers l'écoute que je vais proposer sur mes différents médias et à travers les retours que je ferai dans mes vidéos, laisser une large part, une large place aux hommes pour avoir le droit de s'exprimer sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent, sans se faire juger et sans se faire systématiquement rabaisser en expliquant que non mais en fait ton vécu il est moins dur que celui des femmes, parce que ça encore je pense que c'est pas vrai. OK, chaque vécu est important, on souffre tous de la même manière et la plupart des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la société sont, à mon sens, des problèmes mixtes, c'est-à-dire qu'ils touchent autant les hommes que les femmes, et je souhaite vraiment mettre en avant cette vision-là, pouvoir en parler et en débattre, et surtout avec vous. Donc si ce contenu, cette démarche et la manière que j'ai de le présenter vous a plu, vous pouvez vous abonner, me suivre sur les différents réseaux que j'ai et rester avec moi pour qu'on puisse continuer à échanger, débattre et partager. Merci beaucoup.